beaucoup de monde de la diversité qui se présente aussi. Je pense que c'est un record, si je me trompe pas, au nombre de candidats de la diversité qui se présentent. Toi, comment tu vois ça, ces personnes-là qui se présentent? Est-ce qu'on leur dû se mettre tout le monde ensemble? Est-ce que c'est correct que le monde va un peu chacun de leur côté? Ouais. Comment tu vois ça? Moi, je pense qu'il faut les applaudir parce que ça prend du courage, sauter en politique. Mm-hmm. Ils vont beaucoup apprendre sur le dynamique. Une fois que tu es dans l'aréna, c'est très différent de quand tu es en dehors. C'est un peu comme l'inclusion. Je parlais beaucoup l'inclusion, la diversité, inclusion. Puis c'est quand même le fun et facile quand tu es un organisme à but non lucratif de parler de l'inclusion, par exemple. Mais une fois quand tu essaies vraiment de te faire inclure dans le secteur privé, c'est autre chose. Et moi, dans ma carrière juridique, quand j'appliquais à des films, c'était tellement difficile. Puis j'étais comme, hey, genre, pourquoi c'est tellement difficile de rentrer dans un film? Je sais pas, peut-être c'est mes politiques, peut-être c'est plein de raisons. Mais en tout cas, tout ça pour dire, c'est que la complexité des dynamiques politiques sont quand même intéressantes et les candidats que tu as mentionnés vont savoir ou se rendre compte des réalités qu'ils ne sont pas en train de prendre en considération. Et vous allez voir, quand le vote va se faire, peut-être eux, ils vont être surpris, mais moi, je ne pense pas que je vais être très surpris. Ah ouais. Ouais. Fait que tu penses que leur pourcentage de vote pour eux vont être très, très bas? Ça va être minime. Yeah. 30. From the dirt. No, really, from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging. What it do, my people? We back. Welcome back. Le complexe. Another one. Hey, Let's got go. a big one today. Got a big one. On a finalement réussi à s'asseoir On avec l'attendait. Balarama Allness. Merci Let's go. Cheers. d'être venu. Thanks. Hell yeah. Santé. Happy New Year. Happy New Year. 2025. Health, money, the good things in life. À tout le monde. À tout le monde. On a de la super bouffe, comme d'habitude. La signature 1804. Qu'est-ce qu'on mange? Nouza ou Cop. Menu particulier, végétarien. Yeah. On a un végétarien avec nous, donc Shirley nous a préparé des Pokéballs avec des fausses crevettes. Je sais pas c'est quoi, mais c'était fucking bon. Like, I would eat way more que des vraies crevettes. Like, ça goûte vraiment mieux que des crevettes. On a des bao au faux porc. On a des bao au faux poulet. Caleb en a un. Yeah. On a des pâtés jamaïcains, en plus d'avoir un jamaïcain avec nous. Pâtés jamaïcains au curry. Puis on a un gâteau au fromage, j'imagine que ça doit être vegan, Yeah, avec des fruits de toute beauté. Merci de nous avoir reçus. Merci Shirley et l'équipe pour la bouffe. On a bu du jus, t'as vu, on a déjà fini ton jus. Yeah. It's done. Fresh. So big shout out. La signature du 104, allez les suivre. Vous avez besoin de bouffe, ils vous en font. N'importe quel événement, n'importe quelle raison, DM, they're gonna bring you good food. Yeah. So let's get into it. Yeah. Mais avant, est-ce que toi, tu cuisines? Yo, j'adore cuisiner. Yeah. J'ai comme des staples. Stir fry, lasagna, pasta. C'est comme my staples avec du riz brun, my stir fry, riz brun, a lot of butter. What else do I Tasty. You put butter, that's tasty. Ça, c'est comme mes trois principaux. Et là, si j'ai fait un petit snack parce que je ne veux pas trop manger, un grilled cheese avec un gros brocoli juste comme bouilli avec du comme olive oil dessus. You know, healthy. Yeah. Fait que ta spécialité, ça serait quoi? Lasagna. Lasagna? Puis tu peux pas go wrong avec lasagna parce que tu peux tout faire avec. Tu peux mettre des zucchini, tu peux mettre des eggplants, tu peux mettre du comme veggie fake beef. Il y a plein de choses que tu peux faire. C'est comme délicieux. Puis là, tu peux le save dans ton frigo
pendant comme 3 jours de suite, tu peux manger ta lasagne, puis t'es comme... Ça, c'est genre, j'imagine, c'est comme un ground beef végé, genre. Un ground beef végé où tu prends du tofu, tu fries ton tofu, Sure. et là, tu le mets dedans, et c'est comme... It's beautiful. Puis là, si tu veux comme gagner du weight, là, je suis skinny. Mais when I was in the league, je faisais comme 200 livres, puis il fallait que je mange. Et donc, mon lasagna a du cottage cheese dedans, comme du mozzarella, plein de différents fromages, plein de pâtes, plein de tout. Et c'est comme, en anglais, on dit « it sticks to your ribs ». C'est comme des choses que tu manges. Puis comme... Nice. La lasagne, c'est fou. On en avait une de Charlie. Elle nous en avait fait un à un moment donné with plantain. Yeah. Oh! On était- C'est ça, tu peux être créatif. On regardait ça, on nous like... And then we tasted it. C'était Crazy. quelque chose... Ouais, Ouais, c'était malade. c'est vraiment bon. C'était Fait que- fucking bon. C'est la première fois que Ouais. tu goûtais aussi. Ouais, moi, c'est la première fois aussi. Ouais, c'était la première fois. Nous sommes fiers de vous présenter notre partenariat avec le service traiteur La Signature 1804. À chaque épisode, grâce à l'équipe La Signature 1804, nous vous présenterons un menu de cuisine fusion. Inspiré des goûts des Antilles et grâce aux produits du Québec, La Signature 1804 nous réinvente les repas et les bouchées classiques que les services traiteurs ont l'habitude de nous préparer. Allez tout de suite voir leur page Instagram, La Signature 1804, et envoyez-leur un DM pour pouvoir réserver vos plats. Vous ne voulez pas manquer ça. Le complexe et La Signature 1804, menu complexe qui vous facilitera la vie et vous garantit une soirée réussie. Balarama, encore un gros merci d'être là avec nous. Le monde politique, ok, quand tu t'es lancé, je pense que c'est là que ça fait beaucoup d'écho dans les 4 coins de Montréal. Le monde aimait ton énergie. T'avais beaucoup d'énergie dans toutes les différents plans que tu défendais, la manière que tu t'exprimais. Tu mâchais pas tes mots aussi également. Puis je pense que ça a été, quand tu t'es présenté, ça a été beaucoup une découverte pour les gens. Les gens ont voulu beaucoup en apprendre sur toi, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais et tout. Puis je pense que le monde a vraiment beaucoup accroché sur ton personnage. Juste avant qu'on rentre plus en détail, je voulais savoir, on t'a vu premièrement avec le parti de Valérie Plante. Ouais. Là où est-ce que tu as commencé. Mais juste avant d'y rentrer, juste savoir c'est quoi qui t'a amené vers la politique. Oh, wow. C'est une très bonne question. Je pense que la première fois que je me suis vraiment intéressé dans la politique, je dirais durant ma première année universitaire, j'ai remarqué dans un cours de géographie où est-ce qu'on analysait les différentes inégalités en société, j'ai demandé à l'enseignant, j'ai dit, pourquoi vous n'avez pas des personnes racisées dans ton cursus? Il dit, oh, mais parce que il n'y a pas d'études sur ça. Et donc, c'est la première fois que j'ai commencé à vraiment songer sur le fait que les gens racisés étaient d'une façon ou d'une autre marginalisés. Et donc, pour moi, la définition de politique, avant de vous le dire, c'est quoi la définition de politique à votre avis? Yeah, that's a good-ass question. I have no fucking idea. Définition de politique. Ouais, Je sais d'une pas façon c'est très simple. J'imagine que c'est un ensemble de qui prennent des décisions puis qui implantent des lois. Ouais, c'est très, je dirais, très accurate. Ouais. Yeah, I feel like une structure qui est là pour aider à régir une société, un groupe de personnes. Ouais. Oui, mais en général, à mon avis, plus précisément, la définition de la politique, c'est qui reçoit quoi. C'est qui va recevoir la subvention, c'est qui va recevoir le centre sportif, c'est qui va recevoir les emplois. Et quand j'ai pensé à ma jeunesse, j'avais pas de centre sportif près de mon école, pas beaucoup de nourriture dans mon frigo. Je me suis dit, mais si la définition de la politique, c'est qui reçoit quoi, mais je vais faire mon Robin Hood, puis moi, je vais aller décider qui reçoit quoi. Et donc, c'est pour ça, quand je me suis lancé en... Excusez. Quand je me suis lancé en 2017, les gens pensaient un peu que je sortais de nulle part, mais c'était depuis 2004 que je songeais à ces enjeux-là. J'avais fait une maîtrise en éducation. J'avais déjà 2 baccalauréats où est-ce que vraiment je songeais d'une façon académique à mon vécu. Et donc, quand je me suis sorti, les gens disaient, mais lui, il sort de où, lui, parlant de tous ces enjeux-là? Mais là, ils ont
remarqué au débat que, oh wow, il y a du substance ici. Yeah, he knows what he's talking about. He knows what he's talking about. Mm. Et donc là, tout le monde s'est ouvert les yeux vis-à-vis les enjeux que je tenais à cœur. Mais je pense que ce qui est différent des autres politiciens, c'est qu'il y avait un mouvement de d'autres personnes. Il y avait un mouvement de d'autres personnes, d'autres candidats qui se sont joints au mouvement, que ce soit à la mairie, 70 candidats, ou la pétition avec des centaines de bénévoles. Ça, je pense que ça a un peu démarqué la trajectoire politique. Puis, quand tu rentres dans le parti de Valérie Plante, Projet Montréal, on te voit beaucoup au niveau promotionnel du parti. On voit, ils mettent beaucoup d'emphase sur la diversité. Je pense que tu te représentais pour Montréal-Nord dans ce moment-là. Qu'est-ce qui a créé ta séparation entre toi puis Valérie Plante? Ou entre toi puis le parti, si je peux dire? Moi, je suis rentré en politique d'une façon très honnête et authentique en voulant régler certains enjeux. Et comme l'exemple, c'est que Valérie Plante m'a dit « Je t'offre être colistier ». C'est un peu comme le VP et c'est une position où est-ce que si Valérie Plante gagne, toi aussi tu gagnes et il y a des très bonnes chances que tu sois sur le comité exécutif. Moi, je me suis dit, je veux même pas ce gloire-là. Moi, je vais aller à Montréal-Nord où est-ce que tous les enjeux y sont. Puis eux autres sont comme, hey, tu vas perdre à Montréal-Nord. Je m'en fous. Enjeu d'aménagement de territoire, enjeu de sécurité publique, enjeu d'immigration où est-ce que il y a des exclusions sociales et économiques. Moi, je me lance là. Et là, quand on perd, là, le monde politique s'ouvre et tu dis, ah, c'est juste un jeu. Il parle de la diversité, il parle de l'exclusion sociale, économique, mais c'est juste un jeu. Et l'exemple, le fameux centre sportif à Montréal-Nord, durant l'élection en 2021, elle promet un centre sportif. Il est où le centre sportif? Pourquoi c'est important? C'est parce que dans le nord-est, où est-ce qu'on est, il y a presque 300 000 personnes, puis un centre sportif. Il y a des enjeux de les jeunes qui décrochent et tout ça. Et donc, le fait qu'on a eu une petite divorce, c'est parce que j'ai remarqué que c'était, je ne dirais pas une fraude, mais c'est juste un jeu. Et donc, pour moi... Surtout les campagnes. Les campagnes, c'est un gros jeu. Oui. Et je ne suis pas intéressé en ce moment de lancer des rushs à Projet Montréal, mais par exemple, 8 ans plus tard, tu te dis, elle est où la ligne rose? Ils sont où les 60 000 logements abordables? C'est juste du hype. Et c'est la même chose pour la CAQ. Ils vont sortir, puis ils vont dire troisième lien, puis après l'élection, c'est une blague. What? Mais c'est pas un peu ça la politique dans le sens où est-ce que tu veux courtiser la population sur tout plein de projets que tu veux faire, avoir des votes, puis quand t'es en poste, quand t'as gagné, ben là, tu peux te mettre sous le cruise control. Tu serais très bon politicien. Mais moi, je te dis, tiens, mettons, je regarde Trump. Trump promet pas des affaires wild comme ça. Il y en a le mur. But that was super wild. Fait que tu sais que c'est même pas possible. But il va focuser sur des phénomènes qui vont faire peur aux gens. Il va focuser sur d'autres trucs. Pas nécessairement des promesses pour t'emmener quelque chose. Il va dénoncer les autres qui font de la fraude dans la politique. Il va dire plein. Exactly. But he's not going to focus on, hey, what am I going to do? He's going to say once in a, like, oh, the war in Ukraine, ça serait jamais arrivé si ça serait moi. Like, tu promets rien en ce moment, tu fais juste dire. Non, mais parce que ce qu'il dit, quand il dit quelque chose, il le fait. Quand il dit quelque chose, il le fait. Fait que c'est pour ça, c'est aussi. Mais il dit pas grand-chose. C'est ça que je te dis, c'est qu'il dit pas grand-chose qu'il va faire. Il dit beaucoup de choses. Il va faire peur, mais il te promet pas grand-chose. Il promet pas des actions vraiment concrètes. Mais regarde, pour les immigrants, il a dit, oh, je vais toutes les kick-out. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé le jour 1, il les a kick-out. Il les a envoyés tout au Mexique. Quelques-uns qui pouvaient. Non, nous, on n'en veut pas, là. Comme, vous déposez pas l'avion, on n'en veut pas. Fait que, comme, il avait promis qu'il allait arrêter la guerre en Ukraine. Boum, qu'est-ce qui s'est passé?
Pas en Ukraine. La guerre n'est pas arrêtée. Il a juste dit qu'il ne va pas fournir Ouais, mais il des y a un armes. cessez-le-feu. Il y a un cessez-le-feu, pas en Ukraine, excuse-moi, Israël, Palestine. en Israël-Palestine. Tu comprends? Il y a eu le cessez-feu, veut pas. Ça, il a dit qu'il allait le faire quand il allait rentrer en mandat. Il l'a fait. I think that was already in plan. Like, I don't Maybe, think he did peut-être. something. C'est ça l'affaire. Mais jusqu'à preuve de contraire, on doit lui donner le bénéfice du doute. Ouais. You know? Yeah. Fait que, Mais je pense qu'il promet beaucoup moins de choses que beaucoup de gens. Trump. Ouais. He's not going to promise a lot. Il va pas te promettre que tout le monde va avoir des maisons. Ça, il va pas te dire quelque chose. Je pense qu'il est un peu plus, il va de l'avant. Comparativement à la politique ici au Canada, où est-ce que les gens ont l'impression qu'ils sont un peu sous le cruise control, puis ils sont comme politiquement corrects, puis c'est comme, bro, ok, là, ça fait des années que c'est comme ça, là, comme tu montre-moi t'as des émotions, montre-moi t'es capable de me dire ce que je veux entendre, comme montre-moi que des fois là, t'as envie de dire un fuck you, ben yo, dis-le, comme on veut la politique, des fois, les gens sont trop robots, là. Ouais. Mais je vais pas jouer comme au juge, mais je veux dire que je suis d'accord avec ton point. Je donne un exemple, right? Et tu l'as mentionné. Trump ou même les conservateurs vont, à mon avis, promettre des choses quand même spécifiques, qu'on soit d'accord ou non. Gotcha. OK? Mais l'enjeu, c'est que la gauche, pourquoi que la gauche va perdre et continue de perdre, c'est que, à mon avis, c'est les partis gauchistes qui ne promettent pas beaucoup. Par exemple, les enjeux idéologiques de genre. Mm-hmm. Les gens vont dire, pourquoi tu parles tellement de ces enjeux-là quand l'inflation, c'est un enjeu qui me tient à cœur parce que je ne peux pas mettre de nourriture sur la table. Les enjeux d'abordabilité de logement. Pourquoi vous parlez des enjeux idéologiques quand je ne peux pas me permettre d'avoir une hypothèque? Et donc, ce que la droite, ils ont fait, ils ont dit, nous, on va couper les taxes, on va construire les maisons et on va arrêter le crime. Et c'est des choses que les gens vont pouvoir facilement comprendre. Et là, tu te dis, qu'est-ce que Kamala Harris a c'était quoi son point fort ou c'est quoi ses politiques? Il n'y a personne qui peut te le dire. Et donc, à mon avis, c'est pour ça que la droite maintenant est en train de capitaliser sur les faillites de la gauche. Mais une fois que la droite, tout le monde va se rendre compte qu'ils ont aussi des failles, ça va juste aller de l'autre côté. Puis c'est juste la balance qui va continuer. Ouais. Puis tu l'as dit, toi, tu veux aborder les sujets importants qui te tiennent à cœur. Tu as parlé de la crise du logement, tu as parlé au niveau de l'économique, le coût de la vie qui augmente, les salaires l'accessibilité pour les jeunes, décente et tout, etc. Fait que toi, tu avais une vision. Ouais. Tu voulais vraiment régler les choses de l'intérieur. Est-ce que c'est là un peu que tu viens quand tu pars ton propre parti, le Mouvement Montréal? Oui, donc pour nous, ce que je voulais faire très concrètement, c'est d'écouter les anciens maires et savoir c'était quoi l'enjeu principal. Donc, Tremblay a dit « Je n'ai pas assez de budget pour régler tous les enjeux du métropole. » Parce que son budget est comme 6 milliards. Et là, Valérie Plante sort, elle dit la même chose. Les enjeux d'itinérance, logement, aménagement de territoire, économie, support pour les entreprises. Je ne peux pas régler ces enjeux-là parce que mon budget me menotte. Et donc, c'est quoi la solution? Un nouveau pacte fiscal. Ce nouveau pacte fiscal-là doit être ancré quelque part et à mon avis, c'était ces fameux villes-États-là où est-ce que Montréal va avoir des pouvoirs économiques au-delà de pouvoir faire des taxes foncières, mais d'avoir un pourcentage de taxes provinciales ou pouvoir avoir un pourcentage des impôts. Pourquoi qu'on a un PIB de 200 milliards, un tiers du PIB du Québec et notre budget est 6 milliards? C'est que les restes des municipalités hors de Montréal, ils sont sur le bien-être social de Montréal. Et c'est ironique parce que là, les gens des régions disent « Ah, les immigrants viennent à Montréal pour pas travailler et juste parler leur langue commune qui n'est pas le français. Et ils sont le bien-être social sur comme le dos de l'État québécois. » Mais c'est l'opposé. C'est les Québécois en région qui ont des municipalités qui sont en faillite, supportées par l'État montréalais. Et donc, nous, on a avancé ces politiques-là pour dire on ne va pas niaiser, je ne vais pas promettre 60 000 logements sociaux comme Projet Montréal, ils ont fait, savoir
qu'ils n'ont pas les sous pour le faire financer. Ouais. Yeah. Ouais. Fait que là, en ce moment, avec ton parti, est-ce qu'il est toujours existant? Est-ce qu'il est toujours d'actualité? C'est un bon point. Donc, le parti existe, mais j'ai pris un recul quand même important. Mais le recul m'a beaucoup appris. C'est comme être sur... c'est comme être sur un hélicoptère et là, tu analyses la ville. Et là, tu dis, c'est intéressant. En 2021, on parlait des enjeux, par exemple, logement. Là, on est en 2025, ils disent toute la même chose. En 2021, on a abordé l'enjeu de racisme systémique. Tu regardes, puis tu dis, les mêmes acteurs parlent. Excuse-moi. Tu regardes, il dit, les mêmes acteurs parlent du racisme systémique. Ils l'ont commercialisé, à mon avis. Les enjeux ne changent pas. Les solutions ne sont pas vraiment avancées, mais on a commercialisé le racisme systémique. Beaucoup d'organismes en parlent, mais il y a peu de solutions et d'actions concrètes. Les partis politiques parlent des mêmes enjeux, mais quand tu regardes de loin, tu te dis, mais pourquoi que la société n'avance pas? Et là, tu te grattes la tête. et là, tu te grattes la tête. Et là, tu dis, tu deviens à des conclusions qui sont quand même simples, à mon avis. C'est que il y a 50% de la population qui vont bénéficier de l'État, que ce soit dans la fonction publique ou par la philanthropie ou par les subventions. Donc, ils vont commercialiser les inégalités ou ils vont travailler pour l'État. Et l'autre 50% de la population, ils sont dans le secteur privé, ils payent les impôts et la société a un genre de balance où est-ce que la moitié supporte l'autre moitié et les choses n'avancent pas. Et donc, il faut un nouvel leader pour venir réaménager. Excusez. Il faut un nouveau leader pour réaménager le tout pour faire une société plus cohésive et efficient. What's efficient in French? Efficace. Efficace. Yeah. Plus cohésif et efficace pour faire avancer les enjeux parce qu'ils se répètent d'année en année. Fait que t'es toujours à la tête du parti ou bien tu délègues à quelqu'un d'autre? En ce moment, ça se peut que le parti va décider d'avoir un nouveau chef. Ça se peut que il y a des gens qui vont me dire « lance-toi encore ». Mais pour moi, on a amené des points importants en 2021. On a amené des points quand même intéressants. Mais si tu te lances encore, il faut gagner. Les sondages doivent être favorables. On ne peut pas simplement amener des points chaque élection pour dire, mais comme j'ai dit tantôt, les enjeux se répètent, les solutions ne sont pas là. Donc, pourquoi te lancer pour juste répéter ce que tu as dit il y a 4 ans? Je pourrais juste remettre le débat, j'ai fait en 2021, puis c'est la même chose. Donc, pour moi, la politique et les inégalités n'est pas une carrière. Pour beaucoup de gens, c'est une carrière. Le racisme systémique, c'est une carrière. Ou la politique, c'est une carrière. Ma carrière est dans le monde juridique. En ce moment, je fais de l'arbitration et de la médiation. Wait, is that how you say it? Arbitration, ouais. I'll just repeat that. En ce moment, je fais de l'arbitration et de la médiation. And I'm in-house counsel in a firm. Et ça, c'est une carrière que je veux développer. Mais la politique n'est pas une carrière en tant que telle. Si je rentre, c'est pour gagner et implanter des politiques et légiférer sur des enjeux qui me tiennent à cœur. Je te interromps rapidement parce que je t'ai posé la question avant qu'on commence. Est-ce que, selon toi, un politicien devrait être payé comme un gros montant ou ça devrait justement être peut-être plus comment je pourrais dire, une vocation, un devoir de la population d'avoir des gens en place en politique, mais c'est pas ça qui leur fait gagner leur vie. Ça doit être des gens... Quand tu dis gros montant, tu penses à combien à peu près? Non, admettons, à Montréal, les gens qui sont à la mairie de Montréal sont partis... Si on va dire t'es maire de Montréal, combien tu penses qu'il devrait gagner? Moi, je pense que le maire de Montréal... Je comprends que ça va être une job à temps plein, mais je crois que le maire de Montréal ne devrait pas juste être un maire. Il devrait être d'abord un citoyen qui contribue dans un métier autre
dans la société, qui gagne son argent, pas des contribuables, pas de nos poches. Ouais, c'est sûr, ça sortira toujours. Je comprends, mais est-ce que toi, t'es d'avis ou au contraire, toi, tu penses que non, au contraire, parce que je travaille, je mets autant de temps, puis je mets autant d'argent là-dedans, je devrais être pas dédommagé, mais je devrais avoir une compensation qui va avec. Non, mais attends, Selon toi, c'est quoi? juste avant que tu réponds, combien, dans le montant, combien tu penses que tu devrais? Ben, tu sais, le salaire moyen est combien? Il est en bas de 100 000. Quand c'est politicien. 60 000. C'est ça, 60 000. Fait que déjà, toi, si t'es un politicien qui gagne en haut de 100 000, de la politique seulement, moi, je trouve que ça fait pas de sens. Mais ça va être dur d'attirer du talent. Je comprends. C'est pour ça que je parle plus de vocation. Je pense qu'il y a des gens qui auraient probablement plus de talent parce qu'ils ont la vocation que du monde qui sont techniquement formés pour ça, puis qui vont là-dedans, puis qui le traitent comme une job. Au lieu 100 de 000, le tu dis traiter. que c'est trop. Moi, ce qui est trop, c'est quand tu gagnes beaucoup plus que la majorité ou la Toi, majorité tu de la voudrais population. descendre ça aux alentours de Ouais. 60-70 000. Ouais. Mais C'est tough, man. I get it. Mais moi, c'est comme ça que je le vois. How about you? Mais, par exemple, à Singapour, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont payé leurs politiciens comme 200 000 par année. Mhm. Là, tu garantis que la corruption va être minime. Je vois. Parce que si tu payes quelqu'un 40 000 par année, puis ils vont avoir besoin d'un sac brun pour survivre. Mhm. Donc, ce que moi, je ferais, je paierais les conseillers de ville 150 000 par année, mais il y aura un conseiller de ville par arrondissement. Donc, on sera à 18 avec un maire. En ce moment, on est à combien? 103. Oh, damn. C'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça qu'il faut en parler. Donc, si c'est à 103, c'est 103 conseillers d'arrondissement, conseillers de ville et maire. Ils sont 103 total. Mhm. Et c'est énorme. S'il y a trop de personnes, Mhm. c'est juste la bureaucratie québécoise comme une épidémie, pas une épidémie, mais l'exemple parfait de la bureaucratie québécoise. C'est Tout va 103 élus à Montréal. C'est fou. Donc, moi, je ferais un par arrondissement. Tu leur payes 150 000 par année. Et là, tu garantis qu'on peut attirer du talent Mhm. et garantir un niveau de confiance en sachant que nous n'allons pas réparer des rues pendant une décennie en sachant qu'il y a un kickback avec des élus qui font 60 000 par année. Mhm. Puis dans l'ère de Tremblay, tout ça, la corruption, Ouais. et certainement, le leg de ça, c'était l'équipe de Nicodère, et on voit que la ville est figée. Mhm. Donc, il faut bien payer nos politiciens, mais vraiment, vraiment réduire la totalité d'élus à Montréal, parce qu'en ce moment, c'est ridicule. Et on s'est parlé, est-ce que je me lance, oui ou non? Mais c'est pas juste moi individuellement, c'est trouver 102 personnes pour aller en guerre. Yeah. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Puis juste pour enchaîner ce que tu dis, on le voit à Trump, depuis qu'il est arrivé, il a coupé plein de postes au niveau du gouvernement parce qu'il disait, yo, ça sert à rien, c'est de l'argent par les fenêtres. Il coupe plein de postes, le monde rentre chez eux. Il a même coupé des bonus à certaines personnes. Fait que, tu sais, il est wild sur certains points puis tout, mais tu sais, sur certaines choses, tu sais, il faut lui donner, il est très proactif. Il est très proactif. Ce matin, dans le Journal de Montréal, j'ai lu que je pense qu'il y a 175 000 fonctionnaires publics dans la nation québécoise. C'est énorme! Bah, ouais. C'est énorme! Tout sur notre dos, là. C'est tout sur notre dos. C'est pour ça que je te dis, 50% of the population is paying for the other 50%. Mhm. Et quand je prends mon recul, c'est vraiment... Et là, je me dis, mais il faut changer de quoi? Mais je ne sais pas c'est quoi la solution, mais il faut changer de quoi. Ouais. Fait que tu l'as dit, clairement, tu te représentes pas pour à la candidature de maire de Montréal. Il y a beaucoup de noms qui circulent en ce moment. On avait reçu Guédoué. Bernier. Lui, il s'est lancé peu attendre, je pense une semaine après qu'on l'ait reçu. Il y a Grace aussi qui se présente, qui est dans l'arrondissement NDG. Il y a plusieurs noms qui circulent. Beaucoup de monde de la diversité qui se présente aussi. Je pense que c'est un record, si je me trompe pas, au nombre de candidats de la diversité qui se présentent.
toi, comment tu vois ça, ces personnes-là qui se présentent? Est-ce qu'on leur dû se mettre tout le monde ensemble? Est-ce que c'est correct que le monde va un peu chacun de leur côté? Ouais. Comment tu vois ça? Moi, je pense qu'il faut les applaudir parce que ça prend du courage, sauter en politique. Mhm. Ils vont beaucoup apprendre sur le dynamique. Une fois que tu es dans l'aréna, c'est très différent de quand tu es en dehors. C'est un peu comme l'inclusion. Je parlais beaucoup l'inclusion, la diversité, inclusion. Puis c'est quand même le fun et facile quand tu es un organisme à but non lucratif de parler de l'inclusion, par exemple. Mais une fois quand tu essaies vraiment de te faire inclure dans le secteur privé, c'est autre chose. Mhm. Et moi, dans ma carrière juridique, quand j'appliquais à des films, c'était tellement difficile. Puis j'étais comme, hey, genre, pourquoi c'est tellement difficile de rentrer dans un film? Je sais pas, peut-être c'est mes politiques, peut-être c'est plein de raisons. Mais en tout cas, tout ça pour dire, c'est que la complexité des dynamiques politiques sont quand même intéressantes et les candidats que tu as mentionnés vont savoir ou se rendre compte des réalités qu'ils ne sont pas en train de prendre en considération. Mhm. Et vous allez voir, quand le vote va se faire, peut-être eux, ils vont être surpris, mais moi, je ne pense pas que je vais être très surpris. Ah ouais. Ouais. Fait que tu penses que leur pourcentage de vote pour eux vont être très, très bas? Ça va être minime. OK. Ça va être minime. Parce que il y a des enjeux complexes qui ne prennent pas en considération. C'est quand tu veux essayer d'avoir un peu plus de pouvoir, il y a d'autres dynamiques qui rentrent dans l'équation. Et donc, quand je suis juste Balarama qui fait les signatures, tu as peut-être une ou deux flèches qui vont sortir. Mais quand tu vas te lancer pour la mairie, t'es bien mieux d'avoir un bouclier, comme le gros, parce que toutes les flèches, ils vont s'en venir. Subtil et plus d'une façon objective. Et donc, ces candidats-là, je les applaudis, mais moi, je pense qu'ils vont avoir des surprises quand ils vont être un peu plus proches de la tête d'un parti majeur comme Projet Montréal. C'est un peu critique, là, mais... Non, mais... Ce qui me fait penser, ça me fait penser quand Will Prosper est arrivé. Oh, wow! Puis tout de suite, là, ils ont commencé à sortir des vieux squelettes, des IA, puis comme, tu sais, c'est... Oh, ben oui. Donc, defamation is real. Ouais. Puis l'enjeu avec la diffamation, c'est qu'une fois c'est sorti, même s'ils ont tort, les conséquences, ils sont là. Ouais. Et donc, c'est une réalité que, comme, je sais pas, un bénévole qui a travaillé avec Goodwig il y a comme 3 ans va sortir, peut-être, c'est pas un gentil garçon, puis Goodwig, what the hell? Je veux pas dire ça va arriver, mais c'est dynamique. Et on l'a vu avec Trump, qu'on soit d'accord ou non avec ses politiques, il n'y a jamais eu ces problèmes-là avant de rentrer en politique. Mais une fois que tu rentres, tu vas avoir des flèches qui vont s'en venir, puis c'est it's part of the game. Yeah. 2017, tu dis, ils utilisent des candidats de couleur à leur avantage et ils nous délaissent quand ça ne leur convient pas. Les Blancs referment la porte derrière eux quand il s'agit de distribuer les positions de pouvoir. 20 000 signatures que tu as obtenues pour une consultation publique sur le racisme systémique à Montréal. 20 000 signatures physiques. Ouais, That's fucking crazy, c'est bro. tellement That's crazy, comme, bro. Comme dans la rue devant le métro. Ouais, là, like, that's crazy. Please sign this, please. Yeah. So, tu as voulu également aussi poursuivre la ville pour racisme systémique. Donc, parle-nous un peu là de ça, ce que tu as créé, ce mouvement-là avec les 20 000 signatures, ce que tu as dit en 2017 par rapport surtout à ce que tu as vécu un peu avec Projet Montréal, comme l'engouement que tu as créé, les yeux rivés sur les 20 000 signatures ont vraiment... C'est un game changer, si je peux le dire, parce que là, maintenant, on est obligé de faire la consultation publique pour savoir qu'est-ce qui en ressort de ça. Fait que, amène-nous là-dedans. Moi, je pense que ça parle vraiment du fire qui doit brûler dans le bédaine des jeunes qui sont la relève. Et donc, quand j'ai fait tout ça, c'était vraiment une énergie de jeunesse et tu pouvais pas m'arrêter.
tout ça pour dire, comment je pourrais l'expliquer? C'est que c'est être dans une bagarre, puis tu n'as aucun autre choix de te battre. Yeah. Mais ces batailles-là, à mon avis, en ce moment, c'est la relève qui doit venir mettre, comment je pourrais dire? La main à la I pâte. can't even speak French anymore. On s'impliquer. C'est que la relève doit venir avec ce nouveau énergie-là pour avancer les enjeux. Et dans le temps, et même quand j'étais en politique, durant les débats, les signatures, quand je me regarde à la télé, je suis comme, c'est qui lui? Je me reconnais même pas parce que c'est une énergie, un enthousiasme qui est comme en dehors de moi-même. C'est vraiment une comme adrénaline sans cesse, qui veut dire que si la majorité, disons, blanche, si on veut, va identifier les gens de mon équipe, qui est les gens racisés, comme des poteaux, mais là, c'est une bagarre. Et il y a quand j'étais plus jeune, et je l'ai écrit dans mon livre, je me battais toujours. Mais pas juste genre, ah, je te pousse, tu me pousses. Non, je me battais. Real fight. Un real fight, puis c'était très normal pour moi. Et c'est pour ça que le football était très c'était très important pour moi, parce que j'ai pu prendre cette énergie-là et le mettre ailleurs, qui était le football. Après le football, j'ai pu mettre cette énergie-là vers une carrière juridique, aller au droit à McGill, ainsi que la politique. Donc là, quand je suis rentré en politique, les gens disaient « Wow, il y a tellement d'énergie, puis il est tellement enthousiaste. » Ben, c'est la même énergie que j'avais comme un petit bagarreur quand j'étais plus jeune. Mais là, ce que j'ai remarqué en prenant mon recul, encore une fois, c'est que les personnes en position de pouvoir racisées, ce n'est pas des bagarreurs, c'est des politiciens communautaires qui commercialisent les enjeux d'inégalité. Et donc, ça devient... On est rendu dans un status quo que sont où, je ne veux pas comme me flatter, mais sont où les balaramas qui vont dire ah, non, ça fonctionne pas ça. Ton petit discours au musée de racisme systémique, puis vous levez des centaines de milliers, là, c'est fini. Pourquoi qu'on n'a pas des organismes, et j'en connais beaucoup, qui vont dire, nous, on a... how do you say that thing? Un banque alimentaire. Okay. Nous, on a un banque alimentaire où est-ce qu'on va prendre la nourriture pour mettre dans ton frigo. Eux, ils n'ont pas de cob. Mais les organismes qui ont des mandats farfelus, ils ont plein de cob. Et donc, il faut des gens qui vont, en bon québécois, brasser la cage pour dire il faut faire en sorte que ces enjeux-là avancent. Parce que depuis la pétition, depuis qu'on a un nouveau commissaire, c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien qui s'est passé. On a eu des panels. Et donc, la relève, on l'attend. Gotcha. On l'attend, puis c'est nous la relève. Ben, c'est vous la relève, là. C'est nous la relève, puis même les plus jeunes, puis je veux pas dire que des fois je perds espoir, mais des fois quand je vois la jeunesse faire certaines choses aujourd'hui qui sont totalement différentes de nous quand on était plus jeunes à leur âge, des fois je me dis shit, ça va être un challenge. Ça va être un gros challenge. La manière que tu as fait les signatures, moi, il y a une particularité là-dedans que j'ai mis, c'est que tu as utilisé la loi. Oui. Pour arriver à tes fins politiques. Oui. Ouais. Ça, pour moi, là, c'est comme... T'étais en guerre, là. T'étais comme... Il faut que je sorte les big guns. If I got that, ils ont pas le choix. Explique-nous ça. C'est ça. Donc, une des philosophies... Une des philosophies que j'avais en tête en allant en droit, c'est que tu es un architecte sociétal. Et les lois vont décider, par exemple, la taille des routes. On peut décider qui va en prison, qui ne va pas en prison. Ils vont décider c'est quoi le taux de taxe. Et donc, c'est vraiment un outil important. Et là, j'ai tombé sur l'article 16H de la Charte montréalaise des droits et des responsabilités qui disait que n'importe quel citoyen qui récolte 15 000 signatures minimum
peut obliger la ville d'avoir une consultation publique. Yes. Et là, moi, je me suis dit, yo, je vais faire ça. Et là, qu'est-ce qui est quand même bizarre, c'est qu'il y a des gens que je n'aimerais pas, parce que je suis gentil. Ils disaient, oui, nous, on commençait déjà à faire une collecte de signatures avant que Balarama le fasse. Et il y a eu l'idée de nous de faire cette pétition-là. En tout cas, c'est quand même un peu différent. Mais tout ça pour dire que l'idée n'était pas individuelle. L'idée était ancrée dans, dans cette loi. Et pour moi, c'est pour ça que c'est intéressant maintenant, c'est que même si je ne suis pas ancré en politique, le monde juridique est un aréna intéressant pour faire avancer les enjeux, et notamment la loi 21 maintenant est devant la Cour suprême. Et donc, il y a plein d'autres méthodes où est-ce qu'on peut avancer les enjeux. Ça peut être un podcast, tu peux être artiste, tu peux être avocat, etc., pour faire avancer les enjeux. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'autres façons de le faire hors de la politique. Puis, tu sais, on le sait ici au Québec, le français est extrêmement important. Oui. Puis toi, tu l'as dit haut et fort, clairement, que Une ville pour bilingue. toi, ça doit être bilingue. C'est-à-dire, trilingue. on peut pas exclure les personnes anglophones, ok? Puis on peut pas exclure les personnes francophones. Je dis, il faut que les OK, deux... je dis quelque chose de fou. T'es prêt? Je dis quelque chose de fou. You ready? I'm ready. Go ahead. You ready? Go ahead. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Donc, à un moment donné, je me promène à Toronto. Je vais là pour business trip. Je vais là une fois. OK, c'est correct. 2 fois. 3 fois. 4 fois. Et là, je reviens à Montréal. Sais-tu qu'est-ce que je me suis dit? Sais-tu qu'est-ce que je me suis dit? Non? Go ahead. You can... Sais-tu qu'est-ce que je me dis? Je dis, si jamais Montréal ressemblerait à Toronto, je serais souverainiste. Non. Et quand François Legault, il dit « Nous ne voulons pas être Toronto », le gars, il a raison. Le gars, il a raison. Et le gouvernement fédéral, en ce moment, le dit qu'il a raison. Ils ont dit « Nous avons échoué avec l'enjeu d'immigration. On est pour l'immigration, mais quand les gens contournent le système, ça ne fonctionne pas. » Et donc, quand les Québécois, les Québécoises disent « Nous voulons garder l'intégrité de la culture francophone et québécoise », ils ont raison. L'enjeu, c'est que their spokespersons are horrible. Mathieu Bocoté, c'est lui le gars qui est la tête du mouvement souverainiste. C'est problématique. Paul Saint-Pierre Plamondon, OK. Lui, je pense qu'il y a un discours qui est un peu plus cohérent. Mais les Richard Martineau du monde et tous ces gens-là de Québécois, ils font en sorte que le mouvement souverainiste va faire faillite parce qu'ils n'ont pas la capacité d'articuler des idées d'une façon cohérente et inclusive. Et donc, le mouvement souverainiste, malheureusement, c'est un échec total. Mais si nous, ici dans la Chambre, et d'autres diraient, sais-tu quoi? Le mouvement souverainiste, imagine s'il dit, sais-tu quoi, Montréal? En 1867, quand nous avons créé le Canada, Montréal était vu comme une créature des provinces, on va changer ça. Vous allez avoir non seulement un statut de métropole, mais on va vous donner des pouvoirs de taxes. Ah, c'est intéressant. Tout à coup, les Montréalais ils disent, OK, si mon budget va augmenter de 6 milliards à 22 milliards, 10% du PIB, OK, je serais intéressé dans le mouvement souverain. Puis la loi 101 va être implantée et nous allons apprendre le français à tout le monde. Excuse-moi. Tout le monde va apprendre. Excuse-moi. Dernièrement, les gens vont pouvoir apprendre le français, puis on va pouvoir avoir une identité commune, mais avec une culture inclusive. Mais ils ne savent pas comment faire. Non. 21, 96, ils dissent les immigrants.
ils n'ont pas une capacité. Genre, ils ont vu le tweet de Parizeau en disant on a perdu à cause du vote ethnique et l'argent, mais ils doivent continuer la lecture pour articuler leurs idées d'une façon cohérente. Ils ont juste regardé. C'est de leur faute. Argent. C'est de leur faute. Ouais. Mettez-les dehors. Et là, ils ont vu ça et c'est la seule chose qu'ils savent. Mais faites tes devoirs. Start learning how to articulate ideas in a way que rassemble la population. Et en ce moment, c'est malheureux parce que le mouvement souverainiste, à mon avis, est mort, mais il pourrait être beaucoup plus puissant si l'administration ou l'élite politique québécoise saurait comment articuler les idées d'une façon plus inclusive. Puis moi, je pense que j'ai toujours dit, là, je suis né ici, j'ai toujours dit que le Québec est rempli d'opportunités. Mais le fait souvent qu'ils essaient de mettre des barrières au niveau de la langue, là, nous, c'est juste en français, je pense que ça bloque beaucoup d'entreprises qui pourraient venir s'installer ici. Oui. Tu perds beaucoup d'argent. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a toujours moyen de garder ta langue puis d'être ouvert aux autres. Oui, on le voit, par exemple, en ce moment, regarde Amazon. Ils sont partis, là, Amazon. Il y avait eu beaucoup d'enjeux au niveau de la langue. Mais après ça, bon, c'est sûr, il y a eu l'histoire des syndicats aussi qui n'ont pas aidé et tout, etc. Mais, la langue, les taxes ici, c'est toujours un problème quand il y a différents organismes ou business qui essaient de venir s'implanter ici. Ouais, mais spend time in Toronto, you're gonna see. Si tu veux dire, est-ce que tu veux être Toronto et avoir un PIB de 300 milliards ou est-ce que tu veux être Montréal puis avoir un PIB de 200 milliards? Moi, je prends Montréal. Puis il y a beaucoup de gens qui prendraient Montréal. Même si le PIB augmenterait de 500 milliards, do you want to be Texas? I don't want to be Texas. Je comprends. I don't wanna be. So, le Québec a quelque chose, c'est un joyau, comme on dit. Mais il faut une nouvelle génération de politiciens pour vraiment faire en sorte que ça va s'épanouir d'une façon intéressante. Yeah. Puis souvent, les gens j'ai vu plusieurs commentaires de politiciens qui pointaient du doigt, disant que t'aimes pas le Québec, t'aimes pas le français. Mais ils sont drôles. J'ai fait mon droit civil à McGill. J'étais à l'école en français. Mais c'est ça, ils t'ont pointé du doigt. Il y en a qui t'ont pointé du doigt. Ouais, il était ici. Il a fait ses études ici, mais il était à McGill. Parce que McGill, c'est anglophone et tout. Mais je disais, McGill, c'est francophone aussi, là. Tu dans tes cours, t'as parlé français. J'ai pas Jean 23, comme l'école la plus rude, comme Dorval. C'est ça. Jean 23, c'est rude. Exact. Fait que c'est un peu comme tu disais, les flèches viennent de partout quand tu commences à rentrer dans cette game-là. Puis, en tout cas, il faut vraiment que tu dois être fait tough pour continuer là-dedans. Avant de passer au prochain point, rapidement, Marc-Antoine Desjardins dit que tu l'as floué. Ouais. Il explique que la confusion de son parti avec celui de Balarama, Mouvement Montréal, fut une erreur et qu'il a cru naïvement qu'une telle alliance était possible. Ouais. Qu'est-ce qui est drôle dans ça, c'est que, donc, lui est venu me voir et dit, je veux gagner. Est-ce qu'on devrait se rallier? Yeah. Moi, j'ai dit oui, mais il y a des enjeux importants comme les enjeux de langue, police, etc., qu'on doit avoir un genre de understanding. Un consensus. Et là, on s'est dit, comment on va régler l'enjeu linguistique? On était au château Saint-Ambroise, on avait un meeting. Il dit, on devrait avoir un référendum sur les enjeux linguistiques. C'était son idée. Damn. C'était son idée. C'était son idée. Le jour d'après, on va à l'hôtel de ville et je répète son idée. On va avoir un référendum sur des enjeux linguistiques pour déterminer si Montréal va être bilingue ou non. Puis là, le gars s'est dit, mais pourquoi tu as dit ça? Bro, c'était mon idée. Donc, il a réfléchi après ou il a analysé ce que les médias ont dit. Mais pour moi, c'était intéressant parce qu'on s'est approprié le terme référendum. Normalement, c'était les souverainistes qui disent on veut avoir un référendum, mais c'est pas juste vous là, qui peut avoir un référendum. C'est nous aussi. Et maintenant, le PQ, c'est pas ça que je dis, ils n'ont pas la capacité de vraiment réfléchir d'une façon
intelligemment. Il dit, oh, maintenant, on veut une consultation publique ou on veut une... ils ont changé le mot pour pas trigger les gens. Mais ils n'ont pas la capacité de faire face à ce qu'ils veulent dire. Oui, tu veux un référendum. C'est pas une consultation populaire. Il y a pas ça, une consultation populaire maintenant. You'll be quiet, man. Tu veux un référendum. Et c'est quoi tes politiques? Et dis-le fortement, avec conviction et authenticité, puis les gens vont pouvoir décider. Mais ça, c'était vraiment malheureux parce qu'on aurait pu avoir un mariage quand même intéressant parce que c'est les deux solitudes qu'on veut essayer de ramener. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait maintenant, mais je sais que c'est un avocat. J'ai pas beaucoup entendu parler de lui, mais peut-être qu'il va se représenter, je ne sais pas. Fait que lui, dans le fond, qu'est-ce qu'il disait que tu l'avais utilisé pour juste avoir un petit peu plus de popularité, puis avoir des votes et tout. Qui a rendu qui populaire, hein? Mais il y a un de mes candidats qui a dit que c'est un peu comme une guerre et nous avons pris toute son équipe, tout son trésor, puis on lui avait kick out. Mais c'est un peu comme c'est la guerre, là. Nous avons pris ton territoire, puis c'est là que ça finit. Puis la politique, c'est un peu comme ça, mais ce qu'il devait comprendre, c'est que mon parti, Mouvement Montréal, nous avons levé 100 000 $, on avait 70 candidats. Lui, il avait 0 argent et quelques candidats. Et donc, on n'avait pas nécessairement besoin de lui. De plus, nous avons payé toute la dette de Ralliement Montréal parce qu'eux autres, ils ont dépensé pour plein de choses. Une fois qu'on a pris le parti, ils avaient 0 argent et plein de dettes. Et donc, le fait, après, ils flouaient tout ça. Mais non, c'est comme... T'étais itinérant politique qui est venu dans un parti établi et t'as amené une politique où est-ce que nous avons été d'accord et là, tu t'es rendu compte que on était moins d'accord. Mais la réalité est que Denis Coderre a lancé un appel à Desjardins pour dire « Hey, comme viens me voir ou desiste, whatever. » Donc, Denis Coderre avait un petit... un petit comme carte à jouer dans l'équation. C'est la politique. Non. C'est la politique. Puis aujourd'hui, est-ce que le parti est encore endetté en ce moment? Nous avons peut-être 20 000. OK. Écoute, Denis Coderre... C'est raisonnable. C'est raisonnable. Écoute, il y a des partis politiques qui ont comme... L'équipe de Denis Coderre a une dette de je ne sais pas trop quoi, qui n'est pas encore payée. Mais ça, c'est un autre enjeu complètement. C'est que, dernièrement, une partie provinciale reçoit une allocation parce que les gens ne savent pas que chaque fois que tu votes pour quelqu'un, ils ont, disons, 1 $. Donc, 100 000 votes égale 100 000 $ et tu as ça chaque année jusqu'à la prochaine élection. Mais au gouvernement provincial, par exemple, la CAQ a 4 millions par année parce qu'ils ont eu X, Y nombre de votes. Mais les lois au provincial, encore une fois, les lois disent que tu peux prendre l'allocation et payer une dette. Mais au municipal... Okay. Et si tu ne dépenses pas l'argent au municipal, chaque année, tu le perds. Damn. Mais au provincial, ils ont écrit la loi pour dire tu peux dépenser ton argent sur n'importe quoi et il y a un rollover chaque année. Et donc, la CAQ, leur élection est déjà financée. Et donc, encore une fois, au provincial, ils créent leur propre loi. Les partis provinciaux peuvent payer leur dette d'élection et utiliser, utiliser de l'argent à des fins qu'ils veulent. Municipal, tu ne peux pas rembourser ta dette et tu perds à chaque année. Crazy. That makes no sense. Anyways, ça, c'est comme la logistique politique, mais c'est la réalité. Ouais. Merci pour la game politique que tu viens de partager avec nous parce que moi, j'en ai appris une shit tonne aujourd'hui. C'était très chargé. So, guys, listen. Soak it in. Ayez votre opinion. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus important. Il faut avoir une opinion, puis il faut être prêt à le défendre. Faut s'engager. Ça fait partie de la game, comme tu as dit. Mais là, on veut savoir c'est qui Balarama. C'est qui cette personne. On a vu, OK, c'est la politique qui t'a mis de l'avant, mais c'est qui cette personne-là? Moi, je trouve que tu es quand même un personnage assez intéressant où ce que, de ton background, de tes débuts, tu es né ici, parents de différentes cultures qui se mettent ensemble. Ta mère, elle pratique l'hindouisme.
Comment il dit ça en français? Hinduism? Hindouisme. Hindouisme? Mais c'était plutôt mon père. Ton père qui Ok. pratiquait ça? Ok, c'est ça. Je voulais savoir qui des deux. Fait que, boum, vous partez West Virginia Yeah. dans une retraite Ouais. spirituelle. Ashram, ouais. 10 ans. Pendant 10 ans, ouais. Après ça, tu reviens ici. Yeah. Tu repars quelque chose de... C'est complètement différent. La dynamique doit être quand même assez différente. Comment ça te forge, ce premier 10 ans-là, dans qui tu es en ce moment? Ouais, c'est une très bonne question. La réponse simple, c'est que dans le monde, disons, spirituel, il y a deux mondes, spirituel et matériel. Et donc, toute ma vie, mes premiers 10 ans, j'ai appris que le monde matériel, elle est pleine d'erreurs et d'échecs et des objectifs qui n'ont pas vraiment, qui tout est une illusion. Par exemple, tu vas au travail, tu veux une grande maison avec une belle voiture. Tout ça, c'est une illusion. La politique, tout le monde est là pour juste voler du cash et avoir un state funeral à la fin. Ils n'ont pas vraiment d'objectifs authentiques. Mais à mon avis, when in Rome, do as the Romans. Si je vais être dans le monde matériel, mais il faut que je domine d'une façon, dans le sens que je ne peux pas être comme un monk yogi gourou, comme dans le coin de la rue, qui va juste méditer et pas m'insérer en société. Donc, comme on dit en bon québécois, l'intégration sociale. Right? Donc, je vais m'intégrer. Mais, pourquoi j'ai, à mon avis, un succès politique qui est différent des autres? Je n'ai pas été comme dans le Parti libéral du Québec, par un comité. Puis, pourquoi j'ai un genre de liberté? Parce que, excuse mon langage, je vais le dire là, je sais que c'est une crosse. Tout le monde est là pour voler. Denis Coderre est là pour voler et pour mentir. Valérie Plante est là pour voler et mentir. Donc, moi, je suis sur le debate stage. Je suis aussi calme que je suis en ce moment. Parce que je sais que vous êtes tous crosseurs. Et donc, moi, je suis en politique pour un peu... Moi, je ne suis pas nécessairement religieux, mais je reconnais que Jésus est un personnage historique. Il va au temple, il voit que tout le monde est en train de voler, il prend la table, il lance la table, ils vont le crucifier. Parce qu'il sait que tout le monde est en train de game le système. Et c'est un peu ça, avec la même philosophie que je suis en politique. Je sais qu'ils sont tous là pour game le système. Et en revenant aux conservateurs, c'est pas ça qu'ils vont rentrer. Parce que tous les libéraux étaient là pour game le système. Parce que tout le monde s'est dit, où est-ce que sont les résultats? Logement abordable. Pourquoi vous payez McKinsey et KPMG des centaines de millions durant la pandémie? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi tu me dis, je dois prendre comme 2 vaccins, puis si je ne le prends pas, je suis complétiste? C'est quoi? Like, what the hell is going on? Tout le monde est là pour game le système. Et donc, quand tu es ancré dans la spiritualité ou dans la religion et tu reconnais qu'il y a ce genre de deux mondes-là, tu as une liberté d'expression qui est au-delà d'une idéologie juridique. Liberté de dire ce que tu veux quand tu veux. Et là, quand tu rentres, tu te dis « Oh, mais pourquoi il est tellement confident on stage durant ces débats? » C'est que tu reconnais que les gens sont là pour leur bénéfice et toi, tu n'as rien à gagner. Vraiment. Tu vas te faire diffamer, tu dépenses ton cash pour être là, puis tu es juste là pour avancer les enjeux. Donc, la liberté, c'est phénoménal. It's a lot of fun. It's a lot of fun. Est-ce que ça te permet d'avoir aussi une balance? Zéro balance. Dans ta vie? Non? Non, zéro balance. Tu vas te faire claquer. Donc, j'ai passé mon barreau de l'Ontario en 2024. J'ai gradué en 2020. Donc, il y a une conséquence énorme de ne pas avoir un salaire pendant comme 2 ans parce que tu es en politique. Il n'y a aucune balance. Il y a aucune balance financière. Aussi de famille. C'est très difficile. C'est un sacrifice. Fait que toi, tu arrives ici, on te connaît comme Balarama, mais on a vu ton parcours au foot. Ça, là, j'étais comme, oh shit, il a joué pour les Alouettes, winning year. Comment ça, j'ai pas vu, tu sais? Puis là, mais on te connaît pas sur le nom de Balarama dans les Alouettes, c'est Steven. Right? Fait que quand tu es arrivé ici, Steven, ça devient ton nom. Ça a toujours été ton nom? Ça faisait partie de ton nom? Ou c'était quelque chose que tu es obligé d'adopter pour pouvoir... Ah, mais t'as lu mon livre.
Peut-être. Go ahead. Yeah. So, quand j'étais c'était comme 6e année, un enseignant me dit, OK, c'est quoi ton nom? Je dis Balarama. Elle dit quoi? Je dis Balarama. Elle dit, est-ce que tu veux quelque chose de plus facile? Mais je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, il y a un peu comme, elle a un peu comme lancé certains noms. Et ils ont dit, mais ça va être plus facile. Et là, j'ai vu, il y a d'autres comme asiatiques dans Les la Asiatiques, classe. c'est ça. C'est pour ça que je posais la question. Qui avaient des noms un peu bizarres, mais là, son nom, c'était comme Charlie. Donc, ça m'était comme imposé. Et là, c'est juste plus tard dans ma vie, j'ai vu comme Nelson Mandela, son nom, c'est pas Nelson. Et là, j'ai vu comme d'autres personnages, et c'est son enseignant qui lui a dit, mais toi, ton nom africain, il est un peu bizarre. Et je pense que ça, c'est la différence entre l'assimilation et l'intégration. Et donc, il y a beaucoup d'immigrants qui veulent s'intégrer et pas s'assimiler d'une façon ou d'une autre. Et je pense que en ce moment, la culture, disons, politique au Québec, c'est plutôt, vous devez vous assimiler comme à notre culture, parce que sinon, tu vas être exclu. Mais quand tu es jeune, tu acceptes l'assimilation parce que tu veux être inclus. C'est seulement un moment donné, when you get older, you're like, bro, my birth name is Balarama Das Wholeness. Call me Balarama. C'est un peu comme, like Malcolm X. He says like, yo, don't call me Smith. It's X. Parce que tu m'as donné un nom d'esclave. Fait que ça a été un peu à partir de quel âge tu as décidé d'arrêter? Tu as lâché le Steven? Puis... Non, c'était... Parce que moi, je regarde le roster des Alouettes, puis c'est marqué Steven. C'est pas marqué Balarama. Je dirais comme à l'âge de comme 18 ans, je me suis dit, mais pourquoi que j'ai ça? Mais c'était déjà ancré comme administrativement. Et donc, my teammates, ou quand je rencontrais des gens, je disais Bala, mais c'était comme ancré dans mes dossiers ou whatever. Même mon passeport, my driver's license, c'est Balarama Das Wholeness. OK. Got you. Fait que là, football. On est des anciens athlètes, moi puis Caleb. Toujours athlète. Toujours. C'est une mentalité que tu peux pas perdre. Fait que moi, c'est le dernier point que je veux faire avec toi avant de passer à ton livre. C'est comment tu as utilisé le sport pour t'aider dans ce que tu fais, dans le monde du droit, dans la politique, avec la famille. How did you use that? Yeah, comme le sport, c'est comme... For me, c'est comme la base, je dirais, de l'expression des gens qui ont des habilités exceptionnelles. Mon père était athlète au niveau en Jamaïque. Son 100 mètres était le plus rapide du groupe qu'il avait dans toute la Jamaïque. Et donc, on avait, comme dans mes gènes, une capacité quand même exceptionnelle. Mais les sports, au-delà de là, c'est très artistique dans le sens que c'est une façon de t'exprimer. Et si on revient à Montréal-Nord, par exemple, on regarde Chris Boucher, right, like Lugans et tout ça, c'est qu'ils peuvent s'exprimer. Il y a combien d'Olympiens à Montréal-Nord qui n'ont pas la capacité de s'épanouir parce qu'ils n'ont pas les ressources. Donc, pour moi, c'est vraiment une façon de communiquer et de m'exprimer et de rester ancré. J'ai coulé mon secondaire 4. J'étais à l'école d'adultes. Je ne savais même pas si je vais aller au cégep. Et là, j'ai vu un jour, il y a un gars qui avait 5'11", 180 livres. Puis moi, je suis comme, moi, j'ai 5'11", 180. Genre, I could do that. Et de ce moment-là, c'est ça que ça a commencé le football. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai un genre de superpower. My superpower is very simple. I could see something and I can make a decision and I'm going to do that. C'est littéralement un superpower. Littéralement. Donc, 18 ans, j'ai jamais joué au football de ma vie. 5'11", 180. Moi, je suis 5'11", 180. Je vais en politique. Excuse-moi. Au foot. Je joue au foot. Tu allais à Ottawa. Je pensais en politique. Après, j'étais dans un café au Caire en Égypte. Et j'ai lu la définition de la politique. Qui reçoit quoi? Je suis comme, je vais en politique. Puis ça, c'est comme des décisions c'est comme des épiphanies. Et là... une graine de planter dans le cerveau, puis après ça germe, ça pousse, puis tu peux pas l'arrêter. C'est comme une explosion. C'est comme déterminé. C'est la même chose au droit à McGill. Quand j'ai vu que j'étais en politique, je me suis dit, mais je vais en droit parce que tu es l'architecte de les politiques. J'ai comme McGill Law. Et donc, là, c'est comme le focus. Et j'ai littéralement pris de juillet jusqu'à novembre tout ce temps-là pour juste écrire 2 pages pour appliquer à McGill. J'avais comme 12 différents drafts. C'était comme une vision.
like killer instinct. Like, tu sais quand tu vois parfois comme des lions, là, il y a son master qui lui lance comme un genre de chair. Puis là, le lion regarde le chair, mais là, il regarde le gars. Il C'est regarde comme, derrière, c'est toi là. que je veux. c'est comme those eyes are just like, yo, I want you. Yeah. I'm gonna get you. I'm gonna get you. And then, so, c'est comme... Puis t'as quitté le secondaire, de ce que j'ai pu comprendre. j'étais T'es allé avec finir aux l'adulte. adultes. Ouais. Puis t'as quand même fini, si je me trompe pas, avec 5 degrees. Ouais. C'est quand même insane aussi, là. Non, I'm a C student. Hmm. Mais pour moi, tu sais, quand je vous ai dit au début, en 2004, another epiphany, je me dis, pourquoi les gens racisés ou les gens qui me ressemblent sont au sous-sol de la société? Tu sais, je vais répéter pour le... Répète ta question. So, quand tu quittes le secondaire, ben, tu vas aux écoles aux adultes. T'as eu 5 diplômes à T'as part. quand même eu 5 diplômes. Ouais. Tu comprends? Puis Ouais. une personne qui quitte souvent, des fois, je dirais, l'école tôt, high school. La société l'abandonne. La société l'abandonne ou on n'entend plus parler de cette personne-là ou mais que On t'es juge fini. tout, Exact, on juge. C'est Ouais, sûr qu'on juge. on nous Mais t'es fini dirige avec vers 5 ça, là. degrees. C'est encore une fois, c'est vraiment... Le football m'a assisté parce que j'avais pas gradué le cégep, mais j'avais assez de crédit pour aller à l'école en Ontario. Hmm. Et donc, l'Ontario m'a un peu sauvé dans le sens que tu as seulement besoin de 10 cours au cégep pour faire ton grade 12, pour faire l'université en Ontario. Donc, je vais en Ontario. Et là, j'ai une autre épiphanie qui est, je me demande pourquoi les gens qui me ressemblent sont au sous-sol de la société. Et pour moi, quand je faisais mes recherches à l'université, l'éducation était un facteur déterminant pour décider ton salaire, pour décider si tu allais rester avec ta copine et te marier, décider si tu allais avoir... décider si tu allais avoir une maison dans un arrondissement, si on veut, une communauté avec peu de violence. Donc, l'éducation était fondamentale. Et donc, moi, j'ai coulé en secondary school, secondaire. J'avais comme des C+, avec mon premier bac. Mais une fois j'ai réalisé que l'éducation allait être mon outil, c'était la même chose. C'était comme, I'm gonna get you. Moi, je prends tout. Et donc là, j'étais joué au foot. J'avais appliqué pour une maîtrise en Sports Administration. Je n'ai pas rentré parce que j'avais que des C. J'ai fait mon CFL. Après le CFL, je suis allé au Teachers College, A's. Là, j'ai fait un master's. Là, j'ai appliqué pour une autre maîtrise en développement international. Je ne suis pas rentré. J'ai appliqué pour une autre maîtrise en éducation. Je suis rentré. Et là, j'ai appliqué à McGill. Je suis rentré. Mais j'avais 2 maîtrises que j'ai appliquées, donc je ne suis pas rentré. J'ai coulé mon secondaire 4, mais c'est le grind. Et ça, c'est le superpower. Et c'est pour ça que, j'étais un peu absent les 2 dernières années. Mais mon superpower, c'est que je peux stack des bricks. Je peux dire, OK, je vais passer mon barreau de l'Ontario. Vous n'allez pas m'entendre. Je ne vais pas parler pendant un an. Je vais juste stack des bricks. Alors là, je vais dans une firme. Je vais travailler. Vous n'allez même pas savoir où est-ce que je travaille, qu'est-ce que j'ai fait. Je stack des bricks. Et ça devient le superpower des jeunes parce que les jeunes doivent savoir, there's no free lunches. Il n'y a personne qui va venir te bail out. No one's coming to bail you out. Et la seule chose que tu peux avoir, c'est ton éducation. Avec ça, même si demain, mon firme dirait, toi, t'es out, moi, je peux aller être un éducation, gym teacher somewhere, à Dubaï, whatever. J'ai mon diplôme en éducation, je suis avocat en Ontario, je peux faire ce que je veux. So, it's like, it's just power. Power. Ça t'ouvre le plus de possibilités. Oui. Et la raison pourquoi l'éducation est tellement... Excuse-moi. La raison pourquoi l'éducation est tellement exclusif, c'est parce qu'ils le savent que c'est du power. Donc, ils ne vont pas te laisser rentrer. Pourquoi qu'il faut que tu appliques pour avoir un diplôme en droit? C'est pas... What do you mean? Tu veux le faire, tu t'écris ton nom, tu paies tes frais, puis tu vas. Non. On choisit qui le fait. Puis le barreau du Québec, le barreau du Québec, ils ne vont pas dire non, on ne veut pas que tu rentres. Ils vont dire, hey, tes examens là sont 5 000. Puis
t'es comme, what? Ouais, sont 5 000. Non seulement ça, ça va être 3 examens. Puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe là? Et c'est pour ça qu'il faut être... Ça, c'est l'enjeu principal au Québec, à Montréal, là. Les gens pensent que Montréal et Québec, c'est le monde en entier. Il y a un monde hors de Montréal, hors de Québec. À 1h30 de temps, il y a Ottawa qui fonctionne complètement différemment. Ben oui. Tu peux faire de l'argent en étant un avocat dans d'autres juridictions. Tu peux faire ton barreau de New York. Tu peux travailler à Dubaï. J'ai travaillé à Dubaï. J'ai travaillé au Caire. J'étais en Chine. J'étais à Costa Rica. J'étais dans 15 différents pays. J'étais en Turc. Il y a beaucoup d'autres pays hors de la nation québécoise. On va te donner un pays. Vous êtes un pays. Beaucoup d'autres pays hors du Québec. Et il y a beaucoup d'autres places d'aller en vacances hors de la Jamaïque ou de la Dominican Republican. Like, there's other things out there. Mais on est tellement comme on regarde notre ombris ici, puis dernièrement, le monde est tellement... La culture politique est tellement toxique, c'est que il n'y a plus de gens à Port-toi qui a des enfants. C'est à la carte. Anomalie, mon gars. mais si tu regardes le taux de naissance au Québec, c'est comme le pire du Canada. 1,5, genre? Ouais. Non, c'est comme 0,9. C'est comme qui veut avoir des enfants au Québec avec la toxicité politique que nous avons. C'est juste, it doesn't make sense anymore. Et les gens doivent un peu s'ouvrir les yeux pour regarder vers les horizons, like Eyes on the Horizon. Go by my book. Eyes on the Horizon, right? Pour regarder au-delà. Ouais, fait que parlons-en tout de suite. Écris un livre, Eyes on the Horizon, My Journey Towards Justice. Yeah. OK? Qu'est-ce qui te motive à écrire un livre? Puis, t'as-tu encore dû prendre du temps off de tout ce que tu fais pour faire ça? Ou c'est juste venu avec la game and you have people working with you? How did that book come about? Moi, je dirais comme... le livre, je dirais comme même... Damn. Let me take a sip of water. La première chose que je dirais à propos du livre, c'est que tout le monde a une vie intéressante, complexe et dynamique. Donc, vous deux, en vous, vous avez un livre. Donc, there's nothing special about, having a book, I would say. We all have complex lives and different experiences. The content is not necessarily that. The content is not the same, mais nous avons tous des vies complexes avec des réalités intéressantes. Et donc, le livre, c'était une façon pour moi, encore une fois, de m'exprimer, mais c'est devenu un temps où est-ce que HarperCollins m'a demandé si je voulais écrire un livre parce que le New York Times m'avait comme dit « Oh, c'est le Kenyan Obama. » Et donc, j'ai écrit le livre, mais pour moi, le livre, pour ceux qui le lisent, est-ce que vous l'avez lu? Pas au complet. J'ai lu des passages. Je vais vous apporter une copie. Okay. Mais le livre, je suis tellement vulnérable dans le livre, c'est fou. Des choses que je dirais jamais publiquement, même dans ce podcast-là. Yeah. Et donc, écrire un livre, c'est vraiment une ouverture au monde et c'est très difficile à faire. Et c'est un peu comme la politique, c'est que si tu veux avoir une vie privée, rentre pas en politique. Puis écris pas un livre si tu veux vivre vie privée. C'est comme un peu une thérapie quand même, justement, parce que t'as eu la chance de dire des trucs que t'aurais jamais dit. You got it out your chest and now it's in a book and you good, you moved on. Je dirais pas, c'est intéressant que tu dis ça. Pour moi, first of all, I think therapy is very interesting. Je pense que les gens que je connais qui, à mon avis, auraient besoin de la thérapie, c'est qu'ils ont une exclusion sociale. À mon avis, les gens qui sont entourés d'amis, de famille, ça, c'est la thérapie. Un thérapeute, qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi tu te sens comme ça? Pourquoi tu... Non. Et là, il retourne chez lui. Exclusion sociale, pas de personnes à communiquer. Et les grandes villes comme Montréal ou Toronto ou New York, les gens sont de plus en plus exclus de la société. Et donc, pour moi, luckily, like, I have a good social system around me. Mais je dirais, pour moi, le football était très, très thérapeutique pour moi. La politique aussi. Et ça, c'est intéressant que tu dis ça parce que
durant le débat à CTV, les gens étaient comme « Yo, t'es tellement fâché. Pourquoi tu veux mordre? » Je suis comme « Ouais, je suis fâché. » Puis je vais le dire. Puis je vais communiquer d'une façon un peu plus rigide. Et les gens te disent « Mais t'es un peu trop rigide sur le débat à CTV. » Mais non. If you're angry, let it out. And c'est pour ça qu'en société, les gens peut-être, ils savent plus comment gérer leurs émotions parce qu'ils n'ont pas de capacité à communiquer, puis ils sont exclus socialement. C'est pour ça l'art, le football, podcast, politique, whatever, il faut s'exprimer en société. Mais ça, c'est le danger avec ce rant-là. Ça, c'est le big danger. Oui. Je veux dire, honnêtement, là, j'ai perdu vision. Tu sais, je vous ai dit, football, j'ai une vision. Politique, vision. Droit McGill, vision. Sais-tu quand ma vision a été un peu fermée? Une fois, j'ai eu mon 9 à 5. No. Un 9 à 5, là, ça permet à, que ce soit l'État ou une entreprise, de vraiment te mettre dans une case, il t'encadre d'une façon que tu es programmé. Et là, j'ai commencé à penser à la population québécoise. J'ai comme, yo, bro. Everybody's doing a 9 to 5. Imagine si tu travailles chez IGA, tu as 18 ans, tu peux être olympien, mais tu habites à RDP, puis il faut que tu prennes l'autobus pour travailler pour comme 15 $ de l'heure, moins les taxes. Yo, c'est fou. Puis là, tu perds toute vision. Et pour la première fois de ma vie, je fais un true 9 à 5, puis je suis comme, c'est pour ça que les gens n'ont pas de vision. Il n'y a pas d'innovation au Québec, vraiment. Tout le monde est surtaxé, surchargé, dans le trafic, dans le 9 à 5, font pas d'enfants, sont sur les médias sociaux, écoutent des petites émissions comme TVA, des gens qui vont bâcher les immigrants. Yo, il n'y a plus de vision. Et pour moi, quelqu'un qui est très ambitieux, enthousiaste, avec pleine vision, il faut que je me brasse pour dire, yo, il faut que tu te réveilles puis va hors du comme rat race parce que c'est dangereux. You can wake up at 50 years old puis dire, ça fait 10 ans, je suis dans un cabinet, c'est cool, j'ai du cob, but like, what did you do with your life? Donc, 9 to 5s are really, 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 really dangerous. Very dangerous. C'est comme ça qu'on a été moulés aussi. Quand on a commencé à l'école, puis c'est ça qu'il nous dit, comme tu disais, va à l'école, aie un bon emploi, fonde une famille, une belle voiture, fais ton 9 à 5, puis bro, ça va être la belle vie. Paye tes taxes, paye tes taxes, mon gars. Taxes par-dessus taxes. C'est dangereux. Et c'est pour ça qu'il faut s'assurer de trouver des choses comme des podcasts, ou ce soit le football, ou ce soit l'art, le théâtre, whatever, pour continuer à t'exprimer. Sinon, tu vas juste être comme shut off. Et j'ai peur pour beaucoup de gens parce que je suis quelqu'un qui a toujours eu une grande vision des choses. Et là, je vois que si ça m'arrive à moi, que je suis un peu comme encadré d'une façon comme restrictive. Oh damn, imagine everybody else. So, c'est pour ça qu'il faut faire la rébellion. Ouais, là-dessus, je pense, une très bonne manière de terminer. Merci énormément, Balarama, pour ce partage-là. Je pense qu'il y a des gens, mais moi, pour commencer, je voulais beaucoup apprendre à te connaître parce qu'il y avait des trucs que j'étais comme, I'm not too sure I understand what he's doing. It's all good. Mais après cette discussion-là, je pense que ça répond à beaucoup de choses. Je pense que les gens politiques devraient faire ça un petit peu plus. Aller avoir ces discussions-là avec monsieur et madame tout le monde. Le petit peuple, comme je l'appelle. I consider myself le petit peuple parce que même si j'ai une richesse, j'ai une famille, j'ai tout ce que j'ai de besoin, on fait partie de ceux sur lesquels on tape et qu'on vide les poches. So, I appreciate you taking the time to come and sit with us, eat with us, partager avec notre public. So, mais, anyways, je dirais pas que t'es le petit peuple. Je dirais pas que t'es le petit peuple. Mais je pense que... Non, mais c'est une manière de parler. Ouais, sure. Mais, s'il y a une rébellion, puis comme un nouveau comme paradigme sociétal, ça va être comme the people power qui va comme overthrow, the government. On attend, comme tu as dit, on attend ce leader-là qui va venir prendre la jeune génération puis qui va venir nous montrer un peu la direction qu'il faut prendre. I'm done with that shit. Juste avant de passer au jeu, parle-nous un peu de ce que tu aimes faire dans tes passe-temps,
Est-ce que tu t'entraînes encore beaucoup? Est-ce que tu regardes beaucoup le football? Est-ce que tu lis? C'est quoi tes loisirs? Good question. Chess. Donc là, je suis addict au Yeah? chess. Hmm. Et chess, c'est une façon de vraiment analyser le tout. Et en Des droit, coups à l'avance, c'est nice parce que quand tu amènes un argument, c'est OK, step one, en chess, tu montes ton pion, tu développes tes pièces. Et là, tu as un genre de stratégie pour faire ton checkmate. Et c'est la même chose en droit. C'est OK, fact one, ça c'est fact one, fact two, fact three. Ça, c'est le concept légal. Et ce concept légal-là se colle avec celle-là qui équivaut au checkmate. Et donc, le chess, c'est vraiment une façon intéressante d'analyser le monde juridique, aussi le monde où est-ce qu'on vit. Donc, si tu es en construction ou si tu veux être en real estate, tu te dis, OK, ce down payment-là mène à ça, ce rénovation-là mène à ça, qui mène à ça, qui va mener à ça. Chess is good. Also, I got like Bella, like, you know, is like the love of my life. So, like, I'm very, very, very lucky. Et c'est pas ça, je suis un peu pas comme, I love politics, but when you have a family and a family life, it's like, you know, I'll let you guys argue while I like build my family a little bit. So ça, c'est comme the majority of my time. But yo, bro, I'm getting skinny, man. I need to get back in the gym. Right? You've been in the books too much. Yo, I'm sitting on my computer. Et là, il faut que je retourne au gym. Là. Il faut que je retourne au gym. I'm just getting like, I'm shrinking. Il y a des gens qui gagnent du weight derrière leur computer. Me, I just shrivel. I'm shriveling. Yeah. So I gotta get back in the gym. Got you. Yeah. Yeah. You, what do you guys say? C'est quoi vos hobbies or like your go-tos? Family, for sure. J'ai juste passé du temps avec ma famille. La musique, j'adore la musique. Like, all type of music. Moi, c'est une manière de vivre mes émotions aussi, la musique. And then, you know, moi, je suis assez simple. Family. Like, I focus on the family. You I got got 4 a kids, couple man. friends. For the kids, man. My sister has 7. Damn. So we come from we know how to do that. We know how to do kids. We're good at that. Hell yeah. Hell yeah. Non, moi, j'aime ça bouger. Je suis à la construction, je m'entraîne, je joue au basket, je coach. On l'appelait Captain America. Yeah. Je l'ai vu briser des trucs que personne brise. Là. Oh. Yeah, j'ai eu un passe-temps parce que j'arrivais pas bien à contrôler mes émotions des fois quand je faisais du sport. Genre, comme c'est 100% ou 0. Genre. Oh, so c'est toi, t'es le gars qui foul au basket comme street ball. Yeah. This guy can't play. Yeah. Fait que, non, c'est ça, comme, tu sais, c'est comme ça, c'est, rester occupé, en vrai, ça fait partie de moi qui fait en sorte que c'est ça qui me permet de fonctionner. Tu sais, le podcast s'est rendu un passe-temps aussi où on s'implique dans ce projet-là, on le développe, on met du temps, on essaie de ramener du monde dedans, on essaie de le faire grandir puis tout. Fait que ça aussi, ça prend quand même beaucoup de temps sur le podcast, de développer notre vision. I think that becomes a big part of what we do, like daily. Yeah. Right? Mais si jamais, genre, I want to leave everything on the table, si jamais je me lance encore, je reviens, puis on... Sure. Yes, sir. I love Let's that. go. Yeah, I yeah, love that. sure. On va terminer avec un petit jeu. Yes. Alright. This or that. On donne 2 choix. Tu choisis celui-là que tu préfères. Ça peut être des personnalités, ça peut être des films, des jeux, artistes, basket, whatever. football, whatever. Puis, yeah, si tu veux donner une petite explication, tu peux aussi. Sinon, on passe au prochain. Alright. Tu commences? Eddie Murphy ou Dave Chappelle? Dave Chappelle. Easy. Easy? Easy. That's not even close. That's not Oh even my close. Oh. I'm an Eddie Murphy dude, so. No, because Dave Chappelle, now, il va rentrer comme l'humeur dans la politique. Dans la politique, yeah, definitely. And like, that for me is interesting. Ouais. Un autre que j'aime beaucoup, Jeff Bezos ou bien Elon Musk? Oligarchs. Non, moi, je pense que Elon Musk dérape. Je pense qu'Elon Musk dérape. Jeff Bezos, avec le fait qu'il sort du Québec parce qu'on a des syndicats, c'est bizarre. Moi, je pense qu'il représente un peu les failles dans le système où est-ce que tu peux avoir des milliards et une concentration de pouvoir qui est un peu excessif. Et c'est comme ça que les sociétés vont échouer en ayant trop de concentration de pouvoir dans... Am I speaking too far from the mic? Should I repeat that? Je pense que je suis un peu loin. Fait que dans le fond,
Tu trouves que ce phénomène-là qui se passe en ce moment aux États-Unis, où on voit les Mark Zuckerberg, on voit les Elon Musk, on voit les Jeff Bezos qui commencent à avoir encore plus de pouvoir que du pouvoir financier, commence à avoir. Là, tu penses que ça, c'est la route vers la chute. Oui, et quand tu regardes comme Rome ou like La Venice, chute de l'Empire, c'est ça. Oui, et Venice is a great example. We call it creative destruction. C'est qu'il faut avoir, c'est comme la circulation de sang, il faut avoir du nouveau sang qui remonte et qui descend. Et en ce moment, il y a trop de pouvoir économique et politique concentré dans les hauts niveaux. Et ça, au fur et à mesure que le temps avance, excuse-moi, au fur et à mesure que le temps avance, ça va avoir des conséquences quand même importantes. Okay. Good. French ou anglais? French all day. Moi, je pense que la langue de Molière, c'est important pour l'enrichissement de l'esprit, certainement quand nous avons déjà une base anglophone. Ma fille va dans une école francophone, même si on parle en anglais majoritairement à la maison. Je pense que la langue de Molière doit être valorisée, mais il faut avoir de nouvelles voies pour montrer pourquoi c'est une valeur. Il y a d'autres gens qui font la promotion du français que ils ont la langue de bois du village, des régions, n'interpelle pas la population largement. Donc, il faut des nouvelles voix francophones pour avancer la francophonie. OK. Bell ou Vidéotron? Competition Act. Moi, je mettrais des lois sévères dans l'acte de compétition pour faire en sorte qu'ils ne vont pas vous mettre des grandes, des grandes factures Internet et tout ça. C'est un exemple des faillites de la gauche qui parlent de la coût de la vie. Pourquoi ils n'ont pas dit, OK, on capte ton carte de crédit à 10% ou on va vraiment amener de la compétition américaine vers les télécommunications. Donc, ça, c'est des monopoles qui doivent être vraiment, vraiment basculés par un marché plus compétitif. Qui tu choisirais entre les deux? 2 monopoles qui devraient être enterrés. Enterrés, OK. Ouais. C'est fort au Québec, ça, par contre. Là, le monopole, là, je trouve que on le maîtrise très bien. Cette création de fausses monopoles-là, genre, où on dit « Ah non, c'est pas un monopole. » Mais si je devrais en choisir un, là, moi je pense que Bell sont horribles. Moi, j'irais pour Vidéotron. Je pense qu'on sont plus raisonnables. OK. Samsung Donc ou... si vous avez Bell, là, cancellez votre Bell. J'ai Bell, moi aussi. Samsung ou iPhone? Ça, c'est intéressant, tu dis ça. Intéressant, tu dis ça. Rapidement, je pense que nous parlons beaucoup, par exemple, de racisme systémique, des enjeux d'inégalité généralement. Le nouveau défi sociétal du 21e siècle, c'est le data et le vie privée ou la vie privée. Et ces compagnies-là, de plus en plus, vont s'ancrer dans ton information personnelle, savoir où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu achètes. Et donc, ces compagnies-là doivent être vraiment encadrées d'une façon juridique. Et d'autre part, encore une fois, pourquoi la gauche échec total? Si je serais au gouvernement, une des premières choses que je ferais, c'est que tous mes médias sociaux, tu devrais avoir une identité spécifique avec chaque compte. Et si je serais le gouvernement du Canada, je bloquerais Twitter, Instagram, Facebook, jusqu'à temps qu'ils mettent des repères spécifiques pour identifier chaque usager. En ce moment, c'est le bordel total. Yeah. OK. Kéké Calix ou Renzel? Calix ou Renzel? Est-ce que Renzel a fait un gros concert au Sud-Ouest comme Hip Hop Show? Non, il est comme... Kéké. Kéké. Yo tout le monde, oui, racisme systémique, profilage racial, oui. Regarde ce que la dame a dit. Tout le monde est contre le SPVM jusqu'à temps que tu as 2-3 enfants puis il y a un site d'injection près de chez toi. Là, t'appelles. Ouais. Là, tu l'appelles. Ouais. Donc, on rit du SPVM. Oh, profilage racial. Ça, c'est un autre exemple de la commercialisation des enjeux systémiques. C'est un autre exemple. OK, c'est drôle une fois, c'est drôle 2 fois. Bro, t'as 50 ans, tu vas juste continuer comme tu vas avoir 60 ans en disant « Oh, regarde qu'est-ce que le SPVM il fait. » Il passe à autre chose. Et c'est pour ça que quand j'ai pris un recul, je suis comme « Damn, you guys are saying the same thing over and over. » Genre,
I did like 20 things. I come back 4 years later, puis tu dis toujours, like, you're all on the same shit. KK, what I like about KK, c'est qu'il est toujours en train d'innover. Là, il y a son propre TV show. Là, il y a un organisme qui fait son hip-hop. There's always something moving with KK. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas l'applaudissement de la communauté. Je ne vais pas avoir beaucoup de awards parce que c'est un peu comme a rebellious guy. Yeah. Mais ça, c'est une personne dans la communauté que je dirais qu'il est en train d'innover et continue d'avancer. Ton joke de profilage racial, comme it was funny like 10 years ago. Yeah. Sorry, move bro. on. Sorry, bro. Yeah. As soon as I'm still gonna dab No. you, but yeah. Non, mais c'est vrai, c'est rapidement. C'est vrai qu'on fait continuellement les mêmes choses, mais past that, c'est comme c'est quoi qu'on fait, genre, comme concrètement. Genre, comme, Yeah. oui, tu peux aller Si manifester. t'es comédien, yo, bro, t'as pas un autre joke? like, don't you have other material? Je fais l'avocat du diable. Là-dedans, je trouve que c'est deux personnes dans la communauté. On a trop tendance, des fois, à vouloir en choisir un. Yo, bro, c'est un jeu. trap, arrête! That was the play, but juste parce que on a déjà eu du bon hit là à cause de ce genre de situation là parce que yo, I understand 100% what you say, your opinion. C'est pas pour 10, C'est ça, exactement. Mais c'est ça que je voulais dire. Genre- C'est que tu dis ça, c'est plus une critique constructive que tu es en train de donner qu'un diss. People might think it's a diss. It's not a diss. The guy said something very constructive, but with a lot of passion. Listen, take Dave Chappelle. Regarde son matériel il y a 10 ans, puis regarde son matériel maintenant. Mhm. Il y a une évolution. Yeah. Il y a des similarités, mais le sujet est pas pareil. Similarité, C'est- pas vraiment. C'est comme I'm Rick Non, mais James. c'est la et là, il est politique. avec un suit, avec un cigarette, puis il dit, what the hell's going on with Donald Trump, you know? Like, Yeah. No, there's been something in Yeah. between. There's been something in between. Dave for Chappelle said Chappelle. some funny shit. Le gars, il dit, genre, you know, like Donald Trump was dissing all Haitian. the Haitians, Yeah. saying that they were hunting like Cats, ducks and cats and dogs. dogs. Yeah. He's like, I want to go support them. So he's like, I went to the restaurant. He's like, man, that was not chicken. No, he's like, I don't know what meat it was. Yeah, but it But it was good. It was good. It fell off the bone pretty nice. Mais donc, moi, je pense qu'il y a quand même une évolution Ouais, dans le discours. dans le Dans le discours. discours, yeah, I Yeah. got you. And that's why I was talking about like la commercialisation des inégalités. C'est comme like is this where we're at? Mhm. Like who like is this what we're just gonna do like every time? So Yeah. Yeah, yeah, Okay. yeah, no. sorry bro. Makes sense. Oh Rapidement. non, C'est lui, mais lui, il va être hot. Lui, il va être hot. il va me déchirer, il va me être déchirer, hot. il va me déchirer. Il va être hot. Il va être Yo hot. bro, dye your beard, man. Anyways, OK, let's go. yo, the guy va me déchirer. Jay-Z or Nas? Nas all day, right? Like Jay-Z, Diddy parties guaranteed. Guaranteed. Et Nas représente comme the golden age of hip-hop, Yeah. right? Like one mic, right? Like c'est une articulation des réalités d'une façon poétique et génie que nous avons perdu. Damn, sorry. C'est une articulation politique et génie que hip-hop a perdu. Comme il a dit, hip-hop is dead. Et qu'est-ce qui est fascinant, c'est qu'en 2004, quand je pensais à mes révolutions, une de mes fantasmes, c'était que les artistes hip-hop sortiraient et diraient « You could be a thug with class in class or a gangster with a degree. Go get your education. C'était... Quand j'ai pensé à l'éducation, j'ai grandi sur Tupac. I wasn't a big Nas fan, but I know his work. C'était beaucoup plus Tupac parce que c'était un art révolutionnaire. Mais, and like, he has a song called, like, you know, like, Dear Mr. President, tell me what to do, like, right? Like, il parle au président, puis il analyse les enjeux via le rap. Donc, c'était quelqu'un qui m'a beaucoup touché. Mais je dirais que hip-hop is dead. Et j'ai toujours voulu que hip-hop évolue en étant plus révolutionnaire. Et maintenant, ça l'a comme chuté Yeah. to, like, It's at its worst Little right now. Baby. It's at its worst. Yeah, It's it's at a, au moins, we went beyond, like Little Pump and stuff like that. Like, on est dans un autre, oui. comme un peu... Kendrick est venu sauver la dame. un petit Ouais, peu. Kendrick est venu sauver, Yeah. mais C'est hip-hop what, is c'est still what dead. to do. Yeah. Yeah. OK. Trois autres. Toronto ou Montréal? Montréal all day. And même les gens de Toronto le savent. Ah, yeah. OK, good. Un mot pour décrire
Je vais te nommer 3 personnes. Un mot pour décrire Valérie Plante. Sympathique. OK. Donald Trump. Courageux. Justin Trudeau. Fils. Fils. Ouais. Quand je parle aux gens, là, quand je parle aux gens, je dis, pourquoi tu votes pour le Parti libéral du Québec? Vote Bloc Montréal. Il dit, non, moi je vote pour Trudeau. Et là, je dis, pourquoi tu voterais pour Justin? Il dit, non, le Je vote père. pour Trudeau. Le legs, Ouais. le legs libéral vient des lois multiculturelles que Pierre-Éliott Trudeau a établies pour établir la culture libérale et le nom de Justin. Mhm. Les gens ne l'appellent pas Justin, les gens l'appellent Trudeau à cause du père. Ouais, Trudeau, Yeah. Trudeau fils. Et donc, c'est le fils. Yeah. Period. There's nothing more. Mm. You give him a piece of paper and he could read, you have nice hair, like you're in. Mm. Damn. Fils. That's It's bad. bad. That's what's up. Yeah. Thanks I- again. Thanks But, again. yeah, but on like a positive note, thanks to the food. Yes. Great. Yeah. You know, I'm gonna take La all signature this du to 104. go. Yeah, Le Complexe Podcast, you're part of the family now. appreciate Yeah. it. Thanks That's for you. you. Thank you for your visit. Merci pour ta visite. Mhm. Merci pour ton discours, pour l'information que tu nous as donnée, pour ton point de vue que tu es venu partager avec nous. Tu n'étais vraiment pas obligé. So I appreciate that. For Yeah. And wish you the best of luck and all Yeah. the things you get into. And j'aimerais ça que tu apprennes cette passion-là à nous puis aux plus jeunes. Comme ça, on va pouvoir continuer à faire avancer la roue. Maybe on va rétablir la vision. Yeah. Oui. Yeah. Est-ce qu'on va entendre parler de toi prochainement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Ou bien tu gères tes choses dans ton coin puis... Moi, Mais- je pense pas. Non? Moi, OK. je pense pas. Comme s'il y a des gens cool comme vous qui veulent me parler des enjeux puis de ma trajectoire, yeah, I'm down. Mais je pense que je vais continuer d'observer, d'être patient, de juste être comme le loup-garou dans les bois pour dire genre, let me see what's going on. Et quand je vais sortir, ça va être pour gagner, pas juste pour faire le point, pour dire, rah, I'm here. Mm. That game is over. Mhm. Nous avons déjà établi nos points qu'on voulait aborder. The next time we come in the game is to shoot, Ouais. to hit. That's what's up. To win. Yeah. On this, All right, guys. Hey. Yeah. See you next time. peace. 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 Yeah. Dirty. Bro. From the dirt. No, really from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.